RFI, la radio du monde. Parlez-moi d'elle, Cédric Gabet. Bonjour. En France, une jeune fille sur 9 est agressée ou abusée sexuellement avant l'âge de 18 ans. C'est le terrible chiffre affiché par toutes les enquêtes actuelles. Pour elle, commence alors un long parcours fait de psychothérapie et de placement en foyer ou en famille d'accueil où elles devront rester jusqu'à leur majorité. Autant de prises en charge pas toujours adaptées tant on connaît mal la nature du traumatisme et de ses répercussions psychologiques. C'est pour les protéger et les soutenir qu'en 1996, l'association du Dr Bru inaugurait à Agen la maison d'accueil Jean Bru. Depuis 10 ans maintenant, cet établissement expérimental, unique en France, accueille une vingtaine de jeunes filles agressées sexuellement avec un objectif, définir la meilleure approche pour les aider à cicatriser. Delphine a aujourd'hui 21 ans. À l'âge de 16 ans, elle est placée à Agen par l'aide sociale à l'enfance après avoir subi 10 ans d'agressions sexuelles répétées de la part de 5 adultes de son environnement familial. Pour elle, commence alors une nouvelle vie. C'est un endroit où moi je sais que j'ai pu laisser vraiment éclater ma colère sans avoir peur de détruire mes parents en plus. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conneries dans le temps là-bas. Je me sentais en sécurité, c'est un peu le cocon où je me disais c'est bon, je peux me lâcher, il va rien m'arriver quoi. Vous aviez besoin de vous lâcher, comme vous dites? Ah oui, ça c'est clair, parce que quand on est violé, de toute façon, il y a tout qui est explosé à l'intérieur. Il y a une colère et une rage qui sont immenses. Et donc il y a besoin de tout casser. On croise quelqu'un dans la rue, on a envie de le taper dessus et c'est tout. Mais bon, sauf qu'on n'a pas le droit, du coup, on essaie de se défouler sur soi-même, c'est pas forcément mieux. Du coup, on se défoule sur ceux qui sont là, qui sont pas forcément solides, qui finissent par craquer aussi. Puis les éducateurs, c'est vrai que je me suis beaucoup défoulée sur eux. Et heureusement pour eux qu'ils tournaient et qu'ils allaient pas me supporter 24 heures sur 24. Puis en plus, l'avantage de la maison d'accueil, c'est qu'on n'est plus dans l'environnement familial, il y a tant de problèmes, donc on est un peu éloigné, on a un peu d'autonomie enfin, on peut respirer. On retrouve des filles qui ont les mêmes problèmes, du coup on se dit je suis pas toute seule, donc déjà ça c'est bien. Et en même temps c'est pas évident parce que avec toutes les mêmes problèmes, on réagit toutes de la même manière à un même événement, du coup il y en a une qui fait une tentative de suicide, les autres ça les remue complètement, du coup tout le monde veut faire une tentative de suicide, il y en a une qui fugue, il y a tout le monde qui suit, etc. À ce niveau-là c'est pas forcément évident. Mais en même temps, à demi-mot on arrive à se comprendre parce qu'on sait exactement où on en est, là-dessus il y a pas de problème, il y a une complicité qui se crée et qui est vraiment super. Vous parlez de quoi entre vous? Vous parlez de ce qui vous est arrivé ou ça reste tabou? C'est pas vraiment tabou, mais en même temps on n'en parlait pas plus que ça. Ou alors moi je sais que j'étais la plus âgée à ce moment-là et il y avait beaucoup des plus jeunes qui venaient se confier, mais c'était vraiment en tête à tête dans ce cas-là et c'était pas du tout en groupe. Au niveau des groupes, vous pouvez discuter de tout et de rien comme des copines quoi. Vous vous êtes fait des amis sur place? Oui, moi j'avais quasiment 2 ans d'écart avec tout le reste, du coup c'était pas toujours évident, mais c'est vrai que j'ai découvert par contre beaucoup de petites sœurs quoi. Si vous vous êtes retrouvé dans cette maison, c'était surtout pour régler un problème avec vos parents. Les éducateurs vous aident aussi à recréer ce lien? En fait, ils m'ont aidé à comprendre un peu comment j'avançais en parlant avec moi. Donc ça m'a pas mal aidé. Mais je crois que c'est vraiment un environnement où j'étais en sécurité, je me sentais à peu près en confiance quand même. Et je crois que c'est surtout ça qui a pu aider, plus que d'arriver à me construire ou à résoudre les problèmes. Parce que ça c'est beaucoup plus le côté psy, où il y a des psys vraiment spécialisés dans ce domaine qui peuvent aider. Les autres psys qui sont pas spécialisés dans le domaine, c'est même pas la peine, ils nous détruisent encore plus, c'est tout. Et j'en ai fait tellement des psys que je sais vraiment de quoi je parle. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ah très bien. Aujourd'hui je peux dire que vraiment je suis heureuse et il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de choses à reconstruire. Un psy m'a dit une fois qu'il fallait au moins une dizaine d'années pour arriver à tout reconstruire. Et c'est vrai que ça fait plus de 6 ans que j'ai commencé à reconstruire et je sais que j'ai pas encore fini. Et en même temps, j'ai fait un chemin qui est immense et les gens me reconnaissent même pas quand ils me revoient. Aujourd'hui, comment se passe le rapport avec les hommes, avec les garçons? Vous avez été amoureuse par exemple? Mes meilleurs amis ce sont des garçons. J'étais quand même très très masculine et progressivement j'ai découvert qu'une fille c'était pas forcément comme je le croyais, le côté purement au secours mon ongle, oh là là regarde le garçon qui passe. Non, c'est pas que ça, être une femme c'est beaucoup plus profond que cette utilité qui est là et en même temps dont on a besoin mais qui n'occulte pas toute la souffrance que j'avais, ce que je comprenais pas au départ. Il n'empêche que oui j'ai été carrément amoureuse, il y a un niveau de féminin que je développe de plus en plus, que je continue à développer parce que j'ai encore des réflexes de mec à certains moments. Ouais c'est ça, c'est petit à petit devenir femme quoi. Avec le recul, comment est-ce que vous jugez cette maison à Agen qui vous a aidé justement? J'ai vraiment pu commencer à m'ouvrir sur le monde à ce moment-là.
Quelque part, c'est un peu le début de ma vie à cet endroit-là, parce qu'avant, j'existais pas, j'étais toujours plongée dans les livres et c'était là que je vivais. Moi, je voulais pas vivre, je voulais rien entendre de ce qui se passait, je voulais pas voir les gens. Et puis là-bas, j'ai dû me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient autour, il y avait d'autres qui souffraient. Ouais, je me suis ouverte, enfin, c'est un peu le poussin qui sort de sa coquille, quoi. Tout fragile, tout complètement désemparé, mais qui sort. Pour aider ces adolescentes à renaître, comme le disait Delphine, une équipe d'éducateurs spécialisés se relaie 24 heures sur 24. À leur tête, Alexis Sandou tente de recréer un environnement chaleureux et familial. Son credo, confiance, respect et fiabilité. Une tâche difficile qui commence par une période d'observation de 2 mois, au cours de laquelle la jeune fille comme les éducateurs peuvent mettre fin à l'expérience. Alexis Sandou. Nous avons quelques jeunes filles qui, pendant les 2 mois d'observation, ne vont rien laisser paraître, pour ensuite montrer leur véritable visage, vont être en période d'observation, elles aussi, et d'autres qui d'emblée nous disent, on a eu le cas d'une jeune fille qui est arrivée, et lors de la première mission nous a dit, je vais vous mettre le feu. Jamais les adultes n'ont pu me dire quoi que ce soit. Sachez à quoi vous allez vous en tenir. Et elle a tenu parole, elle a mis le feu. Elle a mis le feu. Donc il a fallu s'organiser, ça a épuisé l'équipe, mais on a été présents. Et maintenant ? Et maintenant, elle nous a quittés, mais beaucoup moins agressive. Elle est retournée dans sa région avec un projet qu'elle s'était déterminé, puisqu'elle fait un apprentissage coiffure. Elle revient de temps à autre nous faire un petit coucou. Et ce qu'elle peut nous dire, c'est que elle a rencontré des gens qui avaient su lui dire non. Et en fait, elle avait besoin de ça. Je pense qu'elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de se confronter aux adultes et surtout à un cadre, de façon à la sécuriser. Quand on discute avec ces jeunes filles, on a l'impression que vous représentez un peu le côté affectif de l'encadrement qu'elles ont là-bas. Il me semble, j'ose pas dire, que dis-je, j'ose dire que je les aime, ces jeunes filles. Je crois que l'on partage des sentiments très très profonds, puisque nous vivons ensemble dans cette maison. Donc nous sommes là lorsque elles vivent des moments difficiles, nous sommes là pour les encourager, nous sommes là le matin quand il fait froid leur dire mettez un pull, habillez-vous, bref. Ce qu'on retrouve dans une famille et les sentiments doivent s'exprimer. Mais ma fonction est plus détachée des jeunes filles et de laisser la place aux éducateurs de gérer le quotidien, d'apprendre à vivre à ces jeunes filles. Et puisqu'au regard et au vu de ce qu'elles ont connu, du traumatisme vécu, il est vraiment important qu'elles réapprennent les basiques, les fondamentaux, le vivre ensemble. Et ce n'est pas simple. Donc vous n'intervenez pas sur le fond, mais plus sur la forme, on peut dire ça comme ça ? Oui. Oui, c'est bien résumé, c'est plus sur la forme. Je fais en sorte de mettre toutes les conditions pour que ça fonctionne au mieux. En arrivant dans cette maison, elle souffre d'un fort traumatisme. Quelle est la première chose qu'elle réclame à l'encadrement ? De pouvoir se poser, même si elles le disent maladroitement. Je crois que ces jeunes filles qui sont en survie, parce que lorsqu'on a été agressé, on est en survie, on surveille tout ce qui se passe, on a des yeux derrière la tête, bref, on ne dort pas. Et je pense qu'elles cherchent un lieu où elles puissent se poser en toute sécurité. C'est un redémarrage à zéro ? Non, pas du tout. Je pense qu'elles se servent aussi de leur vécu. Lorsqu'elles ont pris du recul, elles constatent que ça peut arriver. Cependant, ça n'empêche pas d'avancer. Il nous reste, à nous adultes, de leur montrer que leur histoire, elles vont la porter toute leur vie, mais qu'on n'est pas victime toute sa vie. Qu'elles sont responsables, qu'elles ont des ressources et qu'elles devront affronter cette vie qui leur tend les bras. Comment recréer le lien familial après une telle souffrance ? C'est le rôle d'Annick Buis, assistante sociale à la maison Jean Bru. Depuis 3 ans, elle accompagne les jeunes victimes lors de rencontres avec leur famille. Des rencontres dites médiatisées, c'est-à-dire en présence d'un tiers. Des rencontres moins pour pardonner la passivité familiale que pour apprendre à vivre avec. Le travail qui se fait au sein de l'établissement, travail éducatif, d'accompagnement de ces jeunes par rapport à leur histoire, etc., ne peut pas avoir de sens s'il n'est pas fait d'aller-retour avec le milieu familial. C'est-à-dire que on ne peut pas apprendre les jeunes à se développer, à se construire dans un monde qui s'opposerait à un monde dans lequel ils ont vécu auparavant, qui est leur famille. Ces 2 mondes-là ne peuvent pas être en opposition totale, donc il faut des ponts à certains moments. Et le sens du travail avec les familles, il est là avant tout. Alors pour ces jeunes filles, j'imagine c'est très difficile parce que la plupart du temps, les agresseurs viennent de leur famille. Est-ce que c'est facile pour vous de recréer ce lien ? En fait, il n'est pas recréé, il est toujours. Souvent, c'est à la demande des jeunes filles qu'on recrée du lien. On ne leur impose jamais de revenir en famille. En fait, c'est la prise en compte du fait que ces jeunes sont vraiment dans des situations d'ambivalence extrême.
Effectivement, c'est un lieu où il y a eu des abus, mais il n'y a pas eu que des abus. Et comment est-ce que les parents perçoivent votre démarche ? C'est variable, je dirais. On peut avoir des parents qui sont dans l'adhésion complète parce qu'ils s'en remettent un petit peu à nous par rapport à des comportements de leurs filles qui les ont largement débordés. Donc on va être dans une relation de confiance où tout est acquis. Et il y a d'autres situations où il y aura une parole qui aura été dite à un moment donné de la jeune fille et qui n'aura pas été crue et pas entendue. Donc on est dans une démarche de protection de cette parole, nous, mais pas dans une rupture de lien. Donc c'est très compliqué. C'est vrai qu'on a des visites médiatisées à certains moments qui sont pas sous le signe du conflit, mais très tendues. En quoi comprendre l'environnement familial était quelque chose de crucial pour vous et puis pour ces jeunes filles ? C'est pas simplement le comprendre. Il y a le comprendre, bien sûr, mais il y a aussi accompagner la jeune dans tout ce qu'elle peut ressentir par rapport à ce milieu familial. C'est l'aider à régler tout ce qui peut être source de conflit, d'ambivalence, etc. Vous voulez dire que la plupart du temps, les phénomènes d'inceste dont elles ont été victimes sont souvent la face immergée de l'iceberg et cachent d'autres problèmes familiaux derrière ? Bien sûr. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des constantes. Il y a effectivement une situation d'inceste, mais derrière, souvent, il y a d'énormes difficultés relationnelles, des carences affectives, on peut dire souvent, au sein de la famille. Ce qui veut dire que votre travail consiste à la fois à régler le problème relationnel entre les parents et les enfants, autant que le problème d'inceste qui a eu lieu. Tout à fait. Mais en ne négligeant pas le problème d'inceste. Parce que là-dedans, il faut qu'à un moment donné, les allers-retours qu'il va faire entre la famille et le centre lui permettent d'élaborer quelque chose de l'ordre de sa compréhension de son histoire. Un exemple, je me rappelle d'avoir accompagné une jeune en visite médiatisée avec sa mère. Alors le souci, c'était qu'on avait une maman qui, entre la parole de sa fille qui dénonçait les abus de la part de son beau-père et la parole de son beau-père qui était dans le déni, et effectivement au niveau de la justice rien n'avait été mis en valeur, la mère avait choisi la parole du beau-père. Donc, les visites qu'on faisait, c'était parce que il y avait un lien nécessaire avec la maman, validé par le juge pour enfants, demandé par la jeune, mais il y avait cette impossibilité pour la maman à entendre la parole de la jeune, qui était devant ce mur-là. Et donc des visites ont pu se mettre en place et le travail qui a été fait, ça n'a pas été de réconcilier forcément, ni de séparer absolument, mais la jeune a pu évoluer, faire le deuil d'une certaine manière du fait qu'elle n'amènerait jamais sa mère à changer sa position, et pour autant ne pas être détruite par ça et continuer son chemin. C'est difficile d'arriver à se dire qu'on a été victime d'un viol et que justice ne sera pas faite. C'est un pas difficile à franchir pour elle. Tout à fait, mais ça prend des années. Ça prend des années. Alors je ne sais pas si c'est franchi définitivement, mais en même temps ça fait plus obstacle à ce qu'elle s'inscrive dans quelque chose de personnel, une dynamique d'intégration d'un cursus scolaire, des projections pour son avenir, etc. Apprendre à se reconstruire pour ces jeunes filles, c'est trouver des réponses à leurs questions. Des réponses que dans les cas d'inceste, seuls les pères agresseurs peuvent donner. C'est la conviction du docteur Jean-Luc Massardier, psychiatre en milieu carcéral et membre du conseil scientifique de l'association. Depuis plusieurs années, il rencontre ces pères en prison, une démarche novatrice qu'il a fallu imposer. Très souvent, dans les situations d'inceste, de maltraitance familiale, les travailleurs sociaux ont tendance, parce que c'est compliqué, parce que c'est un peu la culture, de se contenter simplement de l'éloignement du mauvais parent. Or, pour classiques ou qui peuvent être des hommes extrêmement frustres, qui prennent un plaisir pervers à la manipulation de l'enfant, mais généralement, ceux-là, on les voit pas. Ceux-là n'acceptent pas de venir nous voir. Ceux qui acceptent de parler, c'est ceux qui sont à la recherche d'une tentative de compréhension et aussi une tentative d'être pris en charge. De la même façon qu'ils étaient pris en charge dans leur vie conjugale, où ils étaient souvent dans une relation passive à leur épouse, ils ont été pris en charge aussi par l'enfant dans leur vécu incestueux. Et puis maintenant qu'ils sont en prison, ils viennent se faire prendre en charge par les psychiatres. Enfin, on est dans cette espèce de continuité d'une personnalité extrêmement passive. Est-ce qu'ils se ressentent comme étant victimes aussi ? Ils se sentent à la fois victimes et à la fois coupables. C'est surtout une souffrance narcissique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont absolument jamais eu confiance en eux. Enfin, la relation incestueuse avec l'enfant avait cette vertu de leur apporter une espèce de complétude qu'ils n'avaient pas jusque-là. Tout en étant conscient qu'il y avait transgression là. Absolument. Mais avec l'incapacité d'y mettre un terme eux-mêmes. Et tout à l'heure, je parlais de passivité. Là aussi, ils avaient conscience qu'il fallait que ça s'arrête, mais il y avait
que l'enfant qui aurait pu le faire arrêter. C'est ce qu'ils disent souvent, s'il avait crié, je vais arrêter. Et ils attendent que ce soit un autre qui vienne le faire. Et généralement, ils le disent carrément tous, ils éprouvent un soulagement d'avoir été stoppés. Quel est l'intérêt de rencontrer et d'essayer de traiter ou de comprendre ces agresseurs dans le lien familial après avec l'enfant qui a été victime? Je crois que les liens de filiation qui relient un individu à ses géniteurs sont des liens qui sont transcendants. L'intérêt de le rencontrer, c'est pour pouvoir, au moment où l'enfant pourra en exprimer la demande, qu'on puisse lui en parler. Sinon, ce qu'on s'aperçoit actuellement, c'est que le mauvais parent est exclu et définitivement exclu. Or, nous pensons que la séparation est nécessaire à un moment, mais qu'elle ne peut pas être la seule réponse. Et que dans ces situations où il y avait beaucoup de confusion, il est important de pouvoir réinjecter, réintroduire la réalité, puisque le temps est passé, l'enfant a évolué, mais aussi le parent a évolué. Ce qui veut dire que c'est de l'intérêt de l'enfant que de recréer ce lien au moment opportun. C'est à l'enfant de choisir s'il souhaite le reconstruire. Moi, ce que je m'aperçois en rencontrant les pères des jeunes filles d'Agen, c'est que bien souvent, de très nombreuses années après l'incarcération, ces pères-là sont encore des pères complètement paumés, qui ne savent absolument pas où est l'enfant, qu'est-ce qui lui arrive. L'enfant non plus ne sait rien du tout de ce qu'est devenu le père. Et je crois que c'est préjudiciable à un véritable engagement dans le processus de cicatrisation. Jacqueline Alexandre est présidente de l'association. Pour elle, ces 10 années de travail expérimental ont été riches en enseignements et ont permis d'améliorer la prise en charge de ces adolescentes. L'objectif est maintenant de faire des émules tout en s'inscrivant dans la durée. Jacqueline Alexandre. Ce que l'association nous permet, c'est de faire des choses qu'un établissement n'a pas les moyens de faire parfois, et ça nous semble pourtant majeur. Suivre les jeunes filles une fois qu'elles ont quitté l'établissement. C'est-à-dire que nous avons créé le club ADB, Association Dr Bru, et ce club permet aux jeunes filles de faire un voyage par an, donc un rendez-vous, qu'il soit virtuel ou réel, peu importe. On leur offre un abonnement à une revue, on aura les revues de petites filles, puis de maman, puis plus tard, on ne sait pas, on sait que ça évoluera, mais ça nous permettra de ne jamais les perdre de vue, de savoir toujours où elles habitent, parce qu'il est essentiel de faire un travail longitudinal sur l'histoire de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit arrivée chez nous, puis de chez nous à après, pour vraiment mesurer l'impact du travail que nous avons fait avec elle. Il y a une autre piste très importante que nous allons explorer, puisque la fondatrice de l'association, Nicole Bru, nous l'a demandé. Nous allons ouvrir un établissement pour garçons. Le problème des garçons est très différent. Les filles qui ont été abusées sexuellement reportent la violence contre elles, alors que les garçons deviennent bagarreurs, ils cassent la figure de tout le monde, ils ont des problèmes de comportement avec les autres. Donc je pense que ce sera une prise en charge différente. Vous allez aussi généraliser ce genre de maison d'accueil ? Je ne pense pas, parce qu'un établissement expérimental, c'est un coût important. Et nous pensons que si à travers les travaux de recherche que nous faisons et les expériences que nous menons, nous pouvons aider tout éducateur qui un jour ou l'autre a affaire à un enfant abusé sexuellement à faire une meilleure prise en charge, alors là nous aurons rempli la mission qui nous a été fixée au début. Établissement expérimental, expérience et relais de connaissances. Voilà, merci et bon courage à toute l'équipe de l'association. Pour plus de précisions, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.maisonjeanbru.org. C'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Frédéric Etienne à la réalisation, à la technique Guillaume Olympiade. Vos réactions, vos commentaires, vos remarques, toujours une seule adresse, femmes@rfi.fr. Dans quelques instants, ce sera l'heure du journal. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end à tous.